Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue aux 20h de ce 3 décembre 2020 sur Reflet d'Afrique Télévision. Au sommaire de ce journal, le ministre de l'Habitat et du Développement urbain a effectué hier mercredi une visite de travail dans la région de l'Ouest Cameroun. Cette descente a conduit Célestine Ketchakoutes et sa suite dans la ville de Bafoussam, Bandoun, Banka, Bana et Baganté. Le bilan de sa visite dans cette édition. Le troisième président qu'a connu la France, Valéry Giscard d'Estaing, est décédé hier soir à l'âge de 94 ans des suites de la Covid-19 dans sa propriété d'Autan dans le Loir-et-Cher. Il avait été hospitalisé à plusieurs reprises ces derniers mois pour des problèmes cardiaques. Nous reviendrons sur son parcours dans ce journal. Mesdames, Messieurs, voilà quelques titres qui seront développés dans un instant. Bonsoir une fois de plus, les impatientes publiées en Afrique sur le titre Mounia, les larmes de la patience de Djaïli Amadou Amal a reçu hier mercredi 2 décembre le prix Goncourt des lycéens 2020. Elle succède ainsi à Karine Thuil, lauréate de l'édition précédente, récompensée pour son roman Les choses humaines. Ce 33e prix a été attribué à l'issue d'une réunion en visioconférence d'un jury national de lycéens. Pendant 2 mois, près de 2000 élèves de toute la France ont lu les 14 romans sélectionnés par l'Académie Goncourt. Ce prix est décerné 2 jours après l'attribution de son grand frère, le Goncourt. Le roman de Djaïli Amadou Amal, Les Impatientes, faisait partie des 4 œuvres finalistes, mais le jury du Goncourt avait préféré l'anomalie d'Hervé Le Tellier. 30 novembre 2018, 30 novembre 2020, le Comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration a 2 ans. L'extrême nord a saisi ce prétexte pour faire un bilan de ces 2 années d'existence. Nos correspondants Amidou Karou et Fabien Payanfou dans cette région du pays ont saisi l'occasion pour nous faire découvrir le centre de transit du Comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration de mairie. J'ai regretté d'avoir fait cette guerre. Et je suis content, je suis fier de rentrer à côté de ma famille. Comme ce jeune homme, ils sont plus d'une centaine d'ex-associés qui regrettent avoir combattu du côté de l'ennemi. La célébration du 2e anniversaire du Comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration CNDDR était une occasion pour le responsable régional pour l'extrême nord de faire un état de son centre et de ses pensionnaires. Au jour d'aujourd'hui, nous avons reçu plus de 300 ex-combattants, toutes nationalités confondues. Les Nigérians qui s'étaient rendus de notre côté, ils étaient au nombre de 129. Et au jour d'aujourd'hui, nous, ici dans le centre de mairie, nous sommes à 180 ex-combattants. Commémorés au centre de transit de mairie dans le Diamaré, les ex-combattants ont saisi l'opportunité pour signifier leur gratitude à l'endroit du président de la République, non sans lancer un appel à leurs confrères qui sont encore dans les champs de bataille. Qu'on est ici, on a appris certaines activités comme maçonnerie, être tailleur, mécanique. On a certaines choses qu'on a appris ici. Créé par décret du chef de l'État le 30 novembre 2018, les différents centres d'accueil du CNDDR restent toujours ouverts pour ceux qui veulent déposer les armes. Célébrons le 2e anniversaire pour inviter nos compatriotes qui hésitent encore, qui sont au front, de revenir déposer les armes avec la main tendue du chef de l'État, parce qu'on ne peut pas construire notre nation étant en brousse. En attendant l'achèvement des travaux de construction de leurs locaux à Mémé dans le Mayo-Sava, les ex-associés vivent ici dans le centre de transit de mairie où règne un climat de paix et de convivialité. Au Cameroun, la population du quartier d'Essengue à Douala a désormais un nouveau chef. Roland René Paul-Guy se chargera exclusivement des affaires de ce quartier qui a été dirigé pendant 4 ans par un chef intérimaire. Régilinda Gobitek était présente à la cérémonie d'installation. Son reportage.
Monsieur Lobé, après avoir assuré pendant 4 ans non seulement la chefferie de son quartier, mais également celle du quartier Essengue par intérim, peut enfin se décharger d'une double responsabilité et passe le témoin à Monsieur Rollin René Paul-Ngui, nouveau chef du quartier Essengue. La cérémonie a eu lieu dimanche dernier à Youpoué, à Douala, au lieu dit marché poisson. La population avait sollicité un chef qui se chargerait exclusivement des affaires de leur quartier. C'est dans cette lancée que M. Paul-Ngui s'est vu installer chef d'Essengue par Sa Majesté Jean-Yves Ebumbu Douala Mangabel. Le nouveau chef fut dans le temps un consultant en marketing communication nationale, un superviseur à Marlborough, directeur régional adjoint littoral sud-ouest-nord-ouest, responsable merchandising à Citabag. Il s'est occupé de la distribution et l'animation aux brasseries du Cameroun. Aujourd'hui, il est chef d'antenne à la MUPAC. Après avoir été chef d'un bloc du quartier d'Essengue, il est à présent le chef de tout ce quartier. Ils prônent le vivre ensemble comme à Essengue où on retrouve une diversité de tribus, pas uniquement le peuple Sawa. Il appelle également la population au calme et promet de trouver des solutions en ce qui concerne le problème du port autonome qui prévoit d'expulser les populations de ce quartier afin d'agrandir leur entreprise. Les habitants d'Essengue se sentent confiants et comptent vivement sur l'intervention de leur nouveau chef pour résoudre leurs différents problèmes, en particulier celui de l'expulsion qui perdure depuis des années. Et les problèmes divers, notamment dans la façon dont les populations se trouvent en insécurité morale, en insécurité physique. Et il s'agissait de simplement répondre à l'appel de ces populations qui sont malgré tout sur le canton Bel. Et je ne pouvais pas rester insensible à cet appel. Il est clair que le port a la nécessité, a l'obligation de se développer et il est hors de question d'aller à l'encontre du développement et de l'évolution du port. Par contre, il s'agit simplement de savoir que même si l'État nous regarde, tout le monde nous regarde, c'est de savoir de quelle manière on peut trouver le compromis le meilleur possible, de nature à apporter des solutions aux problèmes tels qu'ils se posent. Le ministre des Affaires sociales, Pauline Irène Guéné, a présidé ce jeudi à 10h au stade basketball du Centre national de réhabilitation des personnes handicapées du Cardinal Paul-Émile les activités de la 29e édition de la Journée internationale des handicapés. Cette cérémonie visait à mobiliser la communauté nationale autour de la problématique du handicap invisible. Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain a effectué hier mercredi une visite de travail dans la région de l'Ouest Cameroun. Cette descente a conduit Célestin Tchakoutès et sa suite dans la ville de Bafoussam, Bandjoun, Bonka et Baganté. Le bilan de sa visite dans ce reportage. Voici le nouveau visage des axes routiers de la région de l'Ouest Cameroun. Bafoussam, Bandjoun, Banka, Bana et Baganté sont les villes choisies par le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestin Tchakoutès, pour effectuer sa visite de travail. Au carrefour Tamda, dans la ville de Bafoussam, les populations riveraines rencontraient de nombreuses difficultés pour accéder aux routes et exercer leurs activités commerciales. Mais aujourd'hui, le calvaire est terminé. Avant, on avait trop de difficultés, de la poussière, on n'arrivait pas à vendre. Mais aujourd'hui, le carrefour Tamba est devenu très évolué. Nous sommes fiers de notre route. Donc, avant l'avènement de cette route, ces populations riveraines avaient trop de difficultés. Difficultés pour se joindre. Il n'y avait pas de pont ici. Nous avions des difficultés. Cette route est bienvenue parce que ça nous a raccourci les chemins maintenant dans les autres quartiers. Le ministre Tchakoutès et sa délégation ont visité à Bandjoun les travaux d'éclairage réalisés à 100%, les voies d'accès et parking extérieurs du stade d'entraînement de Bouddha dans le cadre des préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations 2022 et c'est un chantier en cours. Très satisfaite de sa visite, elle appelle les autorités locales à plus de travail et d'ardeur. Première des choses, je suis très satisfaite des réalisations, des voies d'accès, de la voirie qui impactent la Cannes. Et je voudrais remercier monsieur le gouverneur qui a mobilisé les maires, les préfets, la société civile, parce que c'était l'occasion pour nous de faire le bilan également. Nous sommes en décembre, de faire le bilan
2020, des compétences transférées aux communes, et de dire pourquoi ça n'a pas marché et de préparer l'avenir. Donc c'est un moment fort que je passe ici à la région de l'Ouest, un moment de partage autour des bonnes pratiques de la campagne Ville propre que nous-mêmes nous fûmes bénéficiaires ici à l'Ouest. En fin de journée, le ministre de l'Habitat et du Développement urbain a procédé au lancement du concours régional Ouest Ville propre dans la salle de conférence des services du gouverneur de la région de l'Ouest. Je vous propose à présent d'écouter le maire de Pété Bandjoun au micro de notre reporter. Avant, quand on traversait le boulevard Paul Biya, quittant de Tove jusqu'au carrefour Son, nous étions dans l'obscurité. Mais maintenant, de Tove jusqu'à Son, en passant par Mbo, Kwa à l'université, et ici au stade, nous sommes éclairés. Alors, une fois de plus, nous disons merci à son Excellence Paul Biya, merci à Madame le ministre. Et nous attendons, qui dit merci demande encore. Vous savez, Bandjoun est grand. Bandjoun, elle est faite d'une zone, des zones rurales aussi, qui a besoin, des zones qui ont besoin d'électricité. Et avec la présence de Madame le ministre aujourd'hui, nous savons que 2021, dans les années à venir, tout Bandjoun sera équipé. L'actuel ambassadeur du Cameroun en Allemagne, Victor Doki, a été nommé mardi dernier par un décret du président de la République, son Excellence Paul Biya, comme étant le nouveau représentant de la République du Cameroun auprès du Centre international des Nations Unies à Vienne, en Autriche. L'ancien policier retraité exercera cette nouvelle fonction cumulativement avec sa casquette d'ambassadeur du Cameroun en Allemagne où il a été nommé le 2 novembre 2020. Carole Noukwa revient sur les missions qui attendent désormais Victor Doki. Été nommé hier 1er décembre 2020 comme étant le nouveau représentant de la République du Cameroun auprès du Centre international des Nations Unies à Vienne. En plus des défis de sa casquette d'ambassadeur, qui était de redonner un nouvel élan aux relations diplomatiques entre le Cameroun et l'Allemagne, qui ont connu de légères frictions à la suite de l'invasion et des destructions de la représentation diplomatique du Cameroun à Berlin, ceux du représentant du Cameroun auprès du Centre international des Nations Unies à Vienne. Ils seront notamment de veiller au maintien de la paix et la sécurité internationale. Et pour les accomplir, Victor Doki devra, avec l'appui du Centre international des Nations Unies à Vienne, promouvoir la protection des droits de l'homme, la fourniture de l'aide humanitaire, le développement durable et la garantie du droit international. L'ambassade à Berlin, qui couvre aussi bien les pays tels que l'Autriche, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, le Kosovo, la Macédoine, le Monténégro, la Serbie, la Slovaquie, la Slovénie, la République tchèque, permettant aux représentants de la République du Cameroun auprès du Centre international des Nations Unies à Vienne, Victor Doki, qui est cumulativement ambassadeur du Cameroun en Allemagne, d'étendre ses actions autres que la République fédérale d'Allemagne. L'on comprend aisément la raison pour laquelle le chef de l'État Paul Biya l'a nommé à ce poste. Tant il est vrai que Victor Doki ne soit pas le seul Camerounais capable d'occuper ce poste de représentant de la République du Cameroun auprès du Centre international des Nations Unies à Vienne, il faut tout de même reconnaître que ses années de service au poste de secrétaire général de la Délégation générale à la Sûreté nationale du Cameroun de 2006 à 2015 lui a conféré une plus-value. En plus de cette plus-value, le chef de l'État Paul Biya a vu en Victor Doki un fonctionnaire camerounais compétent qui épouse sa vision, ses principes et qui ne pourrait aller à l'encontre des idéaux ainsi que des conventions du Cameroun dont il a la lourde charge de représenter. Par cette nomination, le chef de l'État Paul Biya a la conviction que les intérêts et les libertés des Camerounais de la diaspora seront respectés, car l'on a encore en mémoire le rapatriement forcé de certains étudiants camerounais. Il faut souligner que le Centre international de Vienne en Autriche a ouvert en 1979 et a été mis à la disposition des organismes des Nations Unies contre un loyer annuel symbolique d'1 shilling autrichien pour une durée de 99 ans. Vienne est avec New York, Genève et Nairobi l'une des 4 villes-sièges de l'Organisation des Nations Unies. Les organismes des Nations Unies à Vienne incluent l'Office des Nations Unies à Vienne qui fournit au programme des Nations Unies un appui administratif.
l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, la commission préparatoire de l'Organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires, le Bureau des affaires spatiales, la Commission internationale pour la protection du Danube, l'Organe international de contrôle des stupéfiants, l'Organisation internationale pour les migrations et bien d'autres. Au regard de cette liste qui est loin d'être exhaustive, l'on comprend que Victor Doki n'aura pas le temps de dormir sur ses lauriers. Il ne nous reste plus qu'à lui souhaiter bon vent dans cette nouvelle charge diplomatique. Le troisième président qu'a connu la France, Valéry Giscard d'Estaing, est décédé hier soir à l'âge de 94 ans des suites de la Covid-19 dans sa propriété d'Autan, dans le Loir-et-Cher. Il avait été hospitalisé à plusieurs reprises ces derniers mois pour des problèmes cardiaques. Réginida Gobiter revient sur son parcours. Né le 2 février 1926 à Koblenz en Allemagne, Valéry Giscard d'Estaing, l'ancien président français, s'est éteint hier à l'âge de 94 ans des suites du Covid-19 après avoir été hospitalisé à quelques reprises les mois précédents. Bachelier à 15 ans, puis Polytechnique, l'ENA, député à 34 ans, secrétaire d'État à 37 ans, ministre des Finances du général de Gaulle à 40 ans et président de la République à 48 ans après la mort de Georges Pompidou, l'ancien président avait marqué son mandat de 1974 à 1981 par de nombreuses réformes sociétales comme le droit de vote et la majorité à 18 ans, le divorce par consentement mutuel ou encore l'interruption volontaire de grossesse. Valéry Giscard d'Estaing a durablement marqué la France. Ses relations avec le continent furent problématiques. Ses interventions en Afrique et l'affaire des diamants de Bokassa auront probablement entaché son septennat. Après 7 ans de mandat, FGE, comme on le surnommait, se relance dans la présidentielle en 1981. Face à lui, il retrouvait à nouveau François Mitterrand, qui remportera cette fois-ci le poste de président de la République de France. Juste avant son départ de l'Élysée, Valéry Giscard s'adressait une dernière fois aux Français à travers les écrans de télévision. Même s'il restait par la suite assez retiré du jeu politique national, il restait néanmoins présent dans l'actualité par la sortie de ses mémoires et de ses quinzaines d'ouvrages entre autres. Sa mort ne laissera pas le peuple français indifférent, car on peut d'ailleurs voir sur les réseaux sociaux les hommages que lui rendent certains de ses successeurs. 352 millions de dollars, c'est le montant déboursé pour un projet d'interconnexion électrique. Cette somme est un don supplémentaire qui a été accordé par la Banque africaine de développement, en abrégé BAD, au profit de la première phase du projet Boali, un projet d'interconnexion électrique entre la République centrafricaine et la République démocratique du Congo. Carole Nokwa. Ce don additionnel de 3,52 millions de dollars financera d'une part la réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Boali qui a une capacité de 10 MW et d'autre part contribuera à l'actualisation de l'étude de faisabilité du projet d'électrification de 9 localités du pays à partir de la centrale hydroélectrique de Boali en RDC. Selon un communiqué de presse de la Banque africaine de développement, le coût total de ces activités s'élève à 5,97 millions de dollars et sera financé à hauteur de 59,16% par le Fonds africain de développement, le guichet de prêt à taux concessionnel du groupe de la banque, et 40,84% par le gouvernement de la République centrafricaine. Ce nouveau don portera la contribution totale de la banque à 47,73 millions de dollars. Le Fonds africain de développement avait approuvé en septembre 2012 un don de 42,18 millions de dollars en faveur de la Centrafrique pour financer le projet Boali phase 1 avec un coût estimé à 50,5 millions de dollars. Il faut souligner que dans la conception initiale du projet dont l'achèvement est prévu pour la fin d'année 2021, le projet Boali 1 portait sur l'interconnexion des réseaux électriques des deux pays à partir du système hydroélectrique de Boali, une localité de la République centrafricaine située à 95 km au nord-ouest de Bangui. Et il vise, entre autres, le renforcement de la coopération économique des régions frontalières entre les deux pays par l'accroissement de la fourniture d'énergie électrique
et l'amélioration de la qualité de l'électricité en République centrafricaine et la desserte de la zone frontalière de Zongo et Libenge en République démocratique du Congo. D'après la Banque africaine de développement, la phase 2 de ce projet concernera essentiellement la ligne de transport d'électricité reliant la ville de Bangui à celle de Zongo et Libenge en RDC. En Éthiopie, le conflit au Tigré persiste, occasionnant famine et précarité au sein de la population qui se réfugie au Soudan voisin. Afin d'accorder l'aide humanitaire aux populations de cette zone, un accès à restriction a été accordé à l'ONU par le gouvernement éthiopien. Le reportage de Blancha Thierry-Sop. Voici 4 semaines que le conflit au Tigré dure. Exceptionnellement, le gouvernement éthiopien a finalement autorisé un accès humanitaire sans limite à l'ONU ainsi que les zones frontalières des régions Amara et Afar. Une aide essentielle pour les dizaines de milliers de Tigréens ayant fui les combats vers le Soudan voisin. Une mesure qui arrive à point nommé car les populations ayant fui les conflits vivent dans une situation précaire, manquant de nourriture, d'eau, de matériel de couchage, les enfants tombant malades également. Certains ont déclaré que leurs biens leur avaient été confisqués par des soldats. Le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a par ailleurs déclaré que l'armée éthiopienne a pris le contrôle de Mekele. Cette information n'a cependant pas été confirmée par les forces tigréennes. La région du Tigré est coupée du monde et les informations sont difficilement vérifiables. D'un autre côté, le Soudan voisin, qui ne cesse de recevoir des réfugiés, a décidé de militariser sa zone frontalière, ceci pour empêcher le passage des groupes armés tigréens. L'Éthiopie a également confirmé son appui à cette initiative. Les combattants tigréens, quant à eux, sont bloqués entre l'Érythrée et le Sud par l'armée. C'est tout pour votre journal de ce soir. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain quand il sera 20h. Les programmes se poursuivent sur Reflet d'Afrique Télévision. Bonsoir.